Vous voulez voir un film sur une princesse Disney qui a tout oublié de son passé royal, qui vit des aventures accompagnées par un bandit animé de mauvaises intentions à la base, mais qui finit par être quelqu'un de bien? Réponse? Non. Anastasia. Ah ouais. Attends, quoi? シール13デッションスタート。 Alexandra Nikolaeva Romanova est la quatrième fille du tsar Nicolas II de Russie et de l'impératrice Alexandra Fedorovna, membre de la famille grand-ducale dirigeante de l'Empire allemand. Et je sais que vous ne m'écoutez plus parce que vous êtes encore trigger, parce que j'ai dit qu'Anastasia était une princesse Disney. Le long métrage d'animation Anastasia de 1997 est un film de la 20th Century Fox, compagnie appartenant à The Walt Disney Company depuis le 20 mars 2019. Donc, on peut dire que Anastasia est une princesse Disney d'adoption, mais pas que. Anastasia est une histoire largement modifiée de la vie de la grande duchesse, une histoire très disneytisée. Et oui, car ce film a un ADN très Disney. Les deux réalisateurs, Don Bluth et Gary Goldman, ont travaillé sur diverses productions Disney comme Les Aventures de Bernard et Bianca, Merlin l'Enchanteur ou encore Les Aventures de Winnie l'Ourson. Aussi, longtemps l'erreur a été commise de prendre Anastasia pour une princesse Disney. Mais revenons à Anastasia la grande duchesse. Même si avant de parler d'elle, je vais contextualiser un peu. Parce qu'après tout, l'Empire romain, c'est assez bien ancré dans l'imaginaire collectif. Après quelques précisions, vous aviez toutes les clés pour comprendre qui était Néron. Bref. Les bases de la révolution russe, c'est pas vraiment un acquis. Attention, je ne dis pas que vous n'avez pas tous appris, et peut-être oublié, les débordements de 1917, le retour de Lénine, la montée du bolchevisme, etc. Mais la révolution russe, ce n'est pas que Lénine, et la Russie, c'est pas que le What the Cut spécial Russie. C'est normal en Russie. Qu'est-ce que je disais moi déjà? Ah oui, c'est avec un plaisir non dissimulé que je peux vous dire que le terme révolution connaît une contradiction entre l'usage actuel du terme et son étymologie. Étymologiquement, la révolution se comprend comme un retour sur soi, une réitération de ce qui a été. Avant la Révolution, il existait une certaine configuration, mais après la Révolution débute un ordre nouveau, entièrement différent. Historiquement, la Révolution, c'est la rupture. Pour faire l'historique du concept de révolution, il nous faudrait retourner du côté de chez Platon et Aristote. Mais attention, l'idée de révolution ne date pas de la Grèce antique. Il existe des révolutions depuis qu'il existe des sociétés. Révolutions suscitées par des ambitions, par le désespoir ou par un idéal. Mais avant, les penseurs s'en foutent. Platon vient théoriser qu'aucun ordre n'est jamais totalement statique. Le changement est dans l'ordre des choses. C'est pourquoi il recourt à la théorie des cycles qui illustre l'idée de révolution. Aristote se consacre à la théorie des révolutions avec une double optique. Découvrir les causes de la disparition des régimes et tenter de les préserver de l'instabilité. Et après cette période, plus personne en a rien à foutre. Voilà. J'exagère à peine, hein. On s'intéresse plus aux causes de la révolution, style théorie de la monarchie absolue, relation entre Église et État, mais la notion en elle-même passe à la trappe. Par contre, avec le bouillonnement intellectuel du XVIIIe siècle, on retrouve un intérêt pour cette notion. Aussi, quand la Révolution française éclate en 1789, elle est un impensé, et pourtant, elle est tout à la fois prévisible et imprévisible. La Révolution était faite dans les esprits, longtemps avant d'être traduite dans les faits. Elle va secouer l'Europe entière et va devenir un modèle pour tous les révolutionnaires jusqu'à la révolution bolchevique de 1917. Le 19e siècle, qui vient séparer ces deux révolutions, va penser la révolution de manière positive avec l'idée de progrès qui se renforce et apparaît l'idée d'une révolution qui s'appuie sur un concept d'organisation sociale. Marx y ajoute l'idée du primat de l'économie. Tout le concept de révolution marxiste repose sur la classe prolétarienne. Elle en est la cause, la condition du déclenchement, mais également sa justification. Vous inquiétez pas, on en arrive aux princesses russes et tout ça là. Nous voilà donc en Russie, dans les années 1900, auprès de la famille impériale. En ce début du siècle, la Russie est composée à 80% de membres de la classe paysanne, assujettis à une hiérarchie plus ou moins haute. On peut dire qu'au début du XXe siècle, la Russie connaît un certain retard sur l'industrialisation européenne. Aussi, c'est dans un délai très court que va émerger une classe prolétarienne urbaine en quête de nouvelles représentations politiques. Seulement, ceux au pouvoir ne l'entendent pas vraiment de cette oreille.
Le tsar gouverne en autocrate et à son côté, l'église et la noblesse. Il n'existe pas d'organe de représentation populaire. Bien que l'on pourrait penser que cette assise millénaire jouerait en faveur du maintien de ce système, un problème survient et ce problème c'est Nicolas II. En effet, Nicolas II est un tsarévitch qui n'est jamais associé aux affaires de l'État par son père, le tsar Alexandre II, et dont l'éducation politique laisse à désirer. De plus, Nicolas II n'est pas marié avec la bonne personne. Alexandra, qui n'aime ni le protocole de la cour ni sa belle famille, et ne se convertit qu'avec réticence à l'orthodoxie, n'arrive jamais à gagner le cœur du peuple. Il faut ajouter un dernier faux pas. Elle ne donne que tardivement un héritier au trône. Oui, ce genre de pression sociale pèse sur les femmes. Mais je ne vous apprends rien. Et tout ce contexte amène à une succession de dates qui viendront étioler petit à petit le pouvoir du tsar. Les révoltes de janvier 1905, l'incident du Poterkin la même année, l'échec de la première Douma en 1906 et des 3 autres qui suivront entre 1906 et 1917, l'hémophilie du tsarévitch Alexis, l'arrivée de Raspoutine, l'entrée en guerre de la Russie aux côtés de la France pendant la Première Guerre mondiale, le retour de Lénine, et tout ça nous conduit jusqu'à l'abdication de Nicolas II en 1917 en faveur de son frère, le grand-duc Michel. Qui refuse? Parce que merci du cadeau, quoi. Finalement, l'histoire de Nicolas II est l'histoire d'un homme incapable de gouverner, pourtant animé de bonnes intentions. Avant de monter sur le trône, il avoue « Non, je ne suis pas prêt à être un tsar. Je n'ai jamais voulu l'être, et je ne sais rien sur ce qu'il doit faire pour gouverner. Je n'ai pas la moindre idée de comment on parle au ministre. Que va-t-il nous arriver à moi et à toutes les Russies ? Aussi, avait-il initialement un comportement de bourgeois seulement préoccupé par sa famille, sa femme, dont il est réellement amoureux, et dont l'amour est réciproque, et ses enfants, 4 filles élevées librement, et un fils malade qui occupe toutes ses préoccupations. Mais venons-en enfin à Anastasia. La grande-duchesse Anastasia naît le 18 juin 1901. Elle est la 4e fille de la fratrie, une enfant espiègle, taquine, bruyante, active, fougueuse et souriante, ce qui la différencie de ses sœurs, disons plus princières. Amoureuse de l'art et de la musique, elle rêve d'une carrière d'actrice de théâtre, de voyage et de découverte. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comment ça, et voilà? Attends, tu nous as parlé du film, de l'histoire de la Révolution, mais en fait, tu nous as pas du tout parlé d'Anastasia? Oui. Comme ça, oui. En effet, Anastasia est l'une de ces figures historiques créées par le contexte plus que créatrice de contexte. Prenons 2 exemples. Néron, dont on a déjà parlé, et Anastasia qui nous intéresse aujourd'hui. Néron est un personnage connu pour ses actions. Je n'ai pas besoin de vous présenter l'Empire romain pour vous introduire ce personnage. Vous savez qu'il est empereur et connaissez de loin au moins sa légende. Anastasia, mis à part que c'est une princesse russe, que savez-vous d'elle? Qu'il y a un film à son nom. Par conséquent, on peut supposer que l'histoire autour du personnage est plus importante que le personnage lui-même. Mais, et son assassinat? Et ça survit? Ouais, ça, je voulais éviter. Bah, pourquoi? Après l'abdication de Nicolas II, la famille impériale demeure en détention surveillée dans différents endroits jusqu'en juillet 1918. Dans la nuit du 16 au 17 juillet, toute la famille est exécutée. Les corps sont chargés dans un camion puis transférés dans une forêt proche de Ekaterinbourg, où ils sont brûlés, défigurés, démembrés, jetés dans un puits, puis enfin enterrés. Sauf qu'un doute persiste. Et je prends des gants parce que malgré 100 ans d'enquête sur ce qui a pu se passer cette nuit-là, personne ne sait ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Alors, je grossis volontairement le trait, mais le cas des Romanov est un cas d'école en matière d'enquête historique. Les conclusions de l'enquête sur cette exécution viennent affirmer que les 11 personnes présumées massacrées dans le sous-sol de la résidence à laquelle ils étaient assignés seraient bien vivantes et que le tout serait un coup monté. Le tsar, seul, aurait trouvé la mort à Ekaterinbourg. Trotsky rapporte dans son journal personnel que cet assassinat a été commis sous l'autorité de Lénine dans le but de terroriser l'ennemi. Dans un premier temps, plusieurs enquêtes menées par différents historiens de renom semblent s'accorder sur la survie des enfants Romanov. Mais des tests ADN menés à la demande de Boris Eltsine semblent démontrer que la famille a bien été enterrée dans la forêt de Koptiapi, à une quinzaine de kilomètres d'Ekaterinbourg. Tests qui furent contestés par un chercheur japonais, le professeur Nagai, directeur du JIFMS, qui dispose de l'ADN du tsar, issu d'un de ses mouchoirs tachés de sang, lors d'un attentat au cours d'un voyage à Oda au Japon en 1890.
Mais Nikolai Nevolin, chef du bureau régional de l'expertise médico-légale de Sverdlovsk, affirme que les ossements découverts le 29 juillet 2007 aux abords d'Ekaterinbourg appartiennent à des enfants du dernier empereur russe. Les analyses ADN effectuées à Ekaterinbourg et Moscou ont confirmé notre hypothèse. Hypothèse confirmée plus tard par des laboratoires internationaux, mais auxquels de très nombreux historiens ne portent pas crédit, à cause de la longue période pendant laquelle on découvrait des bouts de Romanov un peu partout en affirmant que c'était les bons. Et tout ça sans oublier la très fameuse histoire de Anna Anderson qui aurait été en réalité Anastasia. Qui? Anna Anderson fut secourue dans les eaux du canal de Berlin le 17 février 1920 par un policier faisant sa ronde. Conduite en urgence à l'hôpital, déterminer son identité ne semble pas être chose aisée. Elle ne possède aucun papier sur elle et semble être amnésique, ce qui lui vaudra le surnom de Fraulein Unbekannt, la demoiselle inconnue. Internée à l'hôpital psychiatrique de Berlin, elle passe 2 années dans le mutisme. En 1922, Clara Peutret, autre patiente, affirme que notre inconnue serait l'une des 4 filles du tsar Nicolas II, mais pense qu'il s'agit de la princesse Tatiana et non Anastasia. Théorie qui, bien que discutable, a un fondement pour le moins troublant. Fraulein Unbekannt parle russe et a des cicatrices assimilables à des coups de baïonnette. Après la visite de plusieurs Russes exilés et d'anciens proches de la famille impériale, l'opinion dominante semble être que cette dernière n'est pas la princesse Tatiana. Ce qu'elle ne réfute pas. Bien au contraire, elle dit ne jamais l'avoir prétendu. Ce qui est vrai, puisque depuis automne 1921, elle prétend être la princesse Anastasia. Dès 1922, les convaincus de la véracité de cette histoire la font sortir de l'hôpital et ainsi commence le jeu de « C'est qui pourra reconnaître Anastasia ?» Plus ou moins reconnue par Tatiana Botnica, de la famille de l'un des suivants tués avec la famille impériale, le doute reste permis. Et si elle avait depuis 22 le soutien financier du prince Valdemar du Danemark, en 1927, tout change. La famille du prince souhaite qu'il cesse son soutien et Anna se retrouve hébergée par le duc Georges Maximilianovitch de Leuchtenberg, séjour riche en rebondissements. En effet, elle révèle des choses que seule la vraie Anastasia pourrait savoir, dont une visite de Ernest Louis de Hesse, frère de l'ex-tsarine, en 1916. Ce qui ne manque pas de poser problème. En effet, il ne faut pas oublier que durant la Première Guerre mondiale, Russie et Allemagne sont ennemis. Cette visite pourrait être le révélateur d'une tentative de trahison de la maison de Hesse. Ce qu'Ernest nie de toute son âme. Pour se défendre, il engage un détective dont l'enquête révèle qu'Anna est en réalité une ouvrière polonaise portée disparue en 1920. Mais un tel vient le contredire, un tel lui donner raison. Du coup, ça patauge. Au début des années 20, l'incertitude demeure et un enjeu financier pointe le bout de son nez. Il existerait un trésor des Romanov et l'ensemble de la noblesse européenne en voudrait bien un petit bout. Mais Anna, vivant aux États-Unis, est loin de tout ça et vit une vie mondaine dans le Nouveau Monde. Enfin, jusqu'au 24 juillet 1930. Date à laquelle un juge de la Cour suprême de New York l'a fait interner. Elle reste plus d'1 an au Four Winds Sanatorium de Westchester, puis retourne en Allemagne en 1931 et recommence une vie de vadrouille auprès de toute la noblesse allemande, assez contente de son retour. Mais les mêmes problèmes d'héritage ressurgissent, sauf que cette fois, une ombre plus sombre plane au-dessus de cette affaire. Nous sommes en 1938, et l'Europe a d'autres problèmes qu'une on sait pas trop princesse. Imposteur ou non, l'histoire de Anna Anderson continue de serpenter jusqu'en 1984. Une vie tout à la fois de misère et de grandeur, qui aura animé la presse mondaine pendant presque un siècle. Si aujourd'hui tout semble affirmer que cette histoire n'est que tromperie, force est de constater que des détails restent troublants. Donc, on ne sait pas. Voilà. Mais partons du principe que Anna Anderson ou pas, là, ils sont morts. Attends, mais c'est génial ce que tu nous dis là, mais... Fate dans tout ça. Ah oui. Anastasia est un servant de classe Caster qui apparaît pour la première fois dans la 2e partie de l'histoire principale, comme servant de l'un des antagonistes. Comme l'indique le texte de son interlude, elle n'est pas naturellement dotée d'un quelconque pouvoir ou d'une quelconque magie. Ce n'est que par l'influence de la Lost Belt, équivalent des singularités de la première partie de l'histoire, qu'elle obtient le pouvoir de Viyi,
une entité démoniaque notamment présente dans un récit éponyme de Nicolas Gogol. Voilà, datant de 1835. Elle possède comme tous les servants du jeu 3 skills actifs, Mystic Eyes of Penetration, Freezing Charisma et Schwipzik. Et si Freezing Charisma apporte peu à son histoire parce que on est en Russie, il fait froid, les deux autres semblent être assez intéressants. Mystic Eye of Penetration est un skill qui permet, entre autres, d'ignorer le statut d'invincibilité d'un servant pendant un tour, ce qui nous ramène à la propre mort supposée du personnage. Car oui, peu importe les doutes de l'histoire, dans le lore de FGO, Anastasia a bien trouvé la mort avec le reste de sa famille en juillet 1918. Cependant, l'histoire veut qu'elle et ses sœurs ne soient pas mortes sur le coup. Les diamants présents sur les vêtements des princesses impériales ayant joué le rôle de gilet pare-balles. Ne serait-ce pas une belle ironie du sort si ce skill lui avait été attribué pour cette raison? Pour ce qui est de Schwipzik, le jeu nous révèle qu'il s'agit de l'un des surnoms de la princesse. Il semblerait que l'on puisse le traduire par Petit Diable, une sorte de référence au caractère joueur de Anastasia. Vi étant une sorte de diable aussi, cela pourrait être le trait d'union entre les deux. En effet, ce skill permet d'augmenter la jauge de nobles fantasmes et donc de permettre à Anastasia d'utiliser les pleins pouvoirs de son familier. Force est de constater qu'Anastasia est un personnage plus influencé par le contexte qu'influenceur de contexte, et ça sera parfois le cas sur les différents personnages que nous aborderons. Je trouvais ça quand même intéressant de voir un personnage qui pourrait être un de nos contemporains. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est maintenant terminée, ou peut-être pas. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Attendez, je me pose une question depuis tout à l'heure. Mais en fait, t'es qui? Ben ouais, c'est vrai ça.